Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Alors, je vais laisser Pierre-Yves Bulto de Splan vous présenter nos invités dans le détail, que je remercie d'être là. Les pesticides, alors cette année, vous savez, le festival est sur l'Amazonie. Les pesticides, on en a beaucoup parlé l'année dernière avec le Brésil, le colonialisme chimique et la géographe Larissa Mias-Bombardi qui est venue nous expliquer à quel point en Europe, on fabrique des pesticides qui sont interdits sur notre sol et qui sont ensuite revendus là-bas, au Brésil. On sait que les personnes qui sont les plus ciblées et les plus exposées à ces pesticides, évidemment, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables. Et évidemment, les personnes qui sont les plus vulnérables sont les personnes qui sont non blanches et qui vivent dans des quartiers pauvres et dans des pays comme le Brésil. Et cette année, comme on avait quand même pas mal d'actualités, nous ici à Douarnenez aussi, sur la question des algues vertes, et qu'on a une actualité nationale merveilleuse sur la loi Duplon, on s'est dit que c'était important aussi, puisque ce festival, il se fabrique autant dans la correspondance des pays qu'on invite que dans ce qui se passe sur le territoire où le festival est fabriqué. Juste une dernière chose sur ces questions de pesticides. Il y a une chose très importante, c'est la destination des terres agricoles. Vous savez, il y a beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces terres agricoles ? Est-ce qu'elles seront à l'agro-industrie ou sur des projets de paysans bio et en écologie? Ça va être un sujet très important pour nous. Et je vous invite à venir rencontrer la foncière solidaire Cazel à Cazel qui essaye de racheter des terres agricoles pour les confier à des projets de paysans écologiques, quoi. Voilà. Merci beaucoup et Pierre-Yves, c'est quand tu veux. Je veux. Merci Yannick. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Je vais donc vous présenter rapidement nos 4 invités, nos 4 résistantes, même si j'imagine que vous les connaissez un peu. Puis après, on va rentrer dans le débat. Et peut-être pour faire le lien avec ce qu'a dit Yannick, si ce modèle qu'il a expliqué d'accaparement, d'inégalité sociale, etc. perdure, si ce modèle de l'agro-industrie perdure, c'est parce que notre démocratie dysfonctionne. Et ça, c'est un thème qu'on va travailler, notamment avec Fleur Breteau et nos autres intervenantes. Comment ce rapport entre l'agro-industrie, notre démocratie, mais aussi ces rapports de force, c'est-à-dire comment au début on peut protester, mais comment de la protestation on peut aller vers le rapport de force pour arracher quelques victoires, parce que le titre de cet échange, c'est des luttes, des doutes et des victoires, parce qu'on va voir que tout ça n'est pas si évident. Fleur Breteau, donc de cancer colaire, ton visage est apparu il y a quelques mois sur la question des pesticides et de la loi Duplon, et tu nous diras comment en fait le cancer est une épidémie dont les causes, c'est pas le hasard, ou c'est un usage hasardeux des pesticides, mais en tous les cas, ces causes ne sont pas hasard. Elles sont structurelles et politiques, et tu nous expliqueras dans ce contexte comment on peut protester, mais surtout comment on met en place des rapports de force pour pouvoir non seulement placer cet enjeu dans le débat, mais arracher des victoires. Et puisque je parle de victoire, je fais le lien avec Rosie Offray. Rosie, bonjour. Rosie, c'est un visage aussi connu, notamment en Bretagne. Tu nous raconteras ton parcours de quasiment 10 ans suite au décès de Jean-René, ton mari, en septembre 2016, et jusqu'à cette décision du 24 juin 2025, donc il y a 2 mois, où la Cour administrative d'appel de Nantes a donné un jugement, a rendu un arrêt. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant, mais en tous les cas, il établit clairement le lien de causalité entre la mort d'un homme, et en l'occurrence ton mari, et les algues vertes. Et on verra que même si la reconnaissance est à 60%, on verra qu'on peut prendre ces 60% et continuer à lutter pour arracher les 40% qui suivent. Et ce combat de Rosie, il n'aurait pas pu avoir lieu sans Inès, c'est-à-dire Inès Léraud. Alors c'est pareil, je pense que ce visage vous est connu. Inès qui documente, qui travaille ces enjeux depuis une bonne dizaine d'années, qui rencontre Rosie. À un moment, vous nous expliquerez comment, Inès, tu décides à un moment d'être le déclencheur, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en juillet 2019, d'approcher Rosie et de dire maintenant il faut aller plus loin que le combat personnel, puisque les combats sont collectifs. Et on verra que la réparation individuelle est aussi une forme de réparation collective, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant dans ces questions de lutte. Et Amélie Mouget qui a été l'éditrice d'Inès sur les 2 BD Algues vertes, l'histoire interdite, et Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement.
Et aujourd'hui, Amélie, tu es directrice de Reporter, un autre média sur les questions d'écologie. Et tu nous feras peut-être ce hors-champ, si j'ose dire, sur, au-delà de la Bretagne, sur cette question. En fait, 2025 est à la fois l'année des reculs majeurs gouvernementaux sur les questions d'environnement, mais aussi de quelques victoires. Alors les reculs majeurs, c'est ZFE, c'est le vote de la loi Duplon, c'est la remise en route du chantier de la 69, mais il y a des victoires dont on parle et on parlera. Et tu as signé un édito où à la fin, tu dis notamment le découragement aujourd'hui n'est pas une option. Et on verra comment dans ces rapports de force, ces protestations, comment ne nous décourageons pas. Et avant d'aborder tout cela avec vous, mesdames, je suis arrivé samedi et j'ai vu qu'il y avait une question qui se posait dans ces débats, qui disait que pour faire société commune, avant de poser des enjeux, il faut demander à son voisin comment il va. Est-ce qu'il va bien, personnellement, collectivement, etc. Fleur, comment ça va ? Ces dernières semaines, j'ai été complètement portée. Mon médecin me dit que j'étais complètement dopée par tout ce qui s'est passé. Je me suis sentie connectée à des milliers de personnes que je ne connaissais pas. C'était incroyable. Et après, physiquement, il y a une semaine, je commençais à être très, très fatiguée. Mais il y a quand même quelque chose physique et spirituel qui m'est arrivé, qui est assez formidable, et c'est aussi grâce à vous et grâce à toutes ces personnes et le côté thérapeutique de la lutte. Et je pense que s'il me restait une métastase, elle est défoncée là. Voilà. Et on verra comment faire corps, c'est aussi faire corps avec son corps, le corps des autres, pour faire corps dans la lutte. Merci. Rosie, comment ça va ? Si je réponds ça va bien, ça non, je ne prends pas. Non. Je suis stressée. Donc, je vous prie tous de m'excuser si j'arrive pas à trouver la suite de mes paroles. Je suis pas trop habituée à ce genre de configuration. De configuration. Maintenant, alors si je dis je vais bien, ça veut dire que moralement je vais bien et j'ai envie de faire plein de choses et voilà, comme ce combat-là et autre chose. Après, physiquement, je suis quand même assez fatiguée par une situation de famille un peu compliquée actuellement. Mais est-ce que, comme l'a dit Fleur, ces derniers mois, Fleur, elle a été dopée. Est-ce que le rendu de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 juin, est-ce que ça a été une forme de dopamine, de soulagement ? Enfin, comment tu te sens suite à ce jugement qui, historique peut-être est un peu fort, mais un sujet qui marque quand même ? J'ai l'impression que je ne l'ai pas encore vraiment assimilé. Je me rappellerai toujours du moment qu'on a eu le coup de fil de Maître Laforgue pour nous dire on a gagné. Là, c'était un moment très très fort que j'oublierai jamais, une satisfaction vraiment extrême. La vie a pris le dessus, il y avait la presse, après la vie, et donc j'ai un peu de mal, mais j'ai organisé un apéritif avec des voisins qui m'ont toujours soutenu week-end prochain, et je pense que je vais me poser pour revivre ce moment-là. Inès, comment ça va ? Moi, ça fait des mois et des mois que j'arrive pas à sortir ma tête de ce qui se passe à Gaza. Oh là, oui. On a l'exemple type de ce que produit la lutte et le contexte international qui vient nous percuter. Est-ce qu'Amélie, tu prends la suite ? Comment ça va ? Collectivement, pas fort, quoi. Enfin, il y a un contexte qui attaque un peu, qui nous attaque tous individuellement. Et moi, je me suis retrouvée à arriver dans un quotidien où tous les matins, on se partage toutes les mauvaises nouvelles sur le front, sur tous les fronts. Et puis après, on démarre la journée sur qu'est-ce qu'on en fait. Et ce rythme-là, ça attaque un peu. Enfin, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je suis venue me mettre dans un seau un flux continu de PFAS, cadmium, de monde toxique, de monde en guerre,
Et puis, il y a des moments comme la loi du plomb, comme la mobilisation, où en un week-end, on a vu une pétition qui s'envole et qui glane des millions de signatures. Et on se dit, ah ben, on n'est pas tout seul. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'accrocher. On n'est pas tout seul. Et avec Fleur, on était au festival Les Résistantes et on n'était pas tout seul. Et voilà, quoi, ça va parce qu'on n'est pas tout seul. Vous étiez 6500 au moins. Justement, donc, sur comment ça va et comment on se saisit, on va revenir, Fleur, sur cette loi du plomb, parce que alors, on a tous en mémoire la commission mixte paritaire, le vote de juillet, mais en fait, il y a un déclencheur qui est le 27 janvier 2025, où en fait, avant qu'il y ait une loi, il y a ce qu'on appelle les PPL, les projets de loi. Et cette PPL du plomb, elle passe au Sénat. Nous sommes au cœur de l'hiver. Tu es à l'hôpital et tu me disais, tu vois ces gros sénateurs là, fiers d'eux, qui font passer cette PPL. Et toi, dans ton lit d'hôpital, tu trouves toutes les feuilles que tu peux. Tu prends un stylo et tu nous racontes la suite. En fait, j'avais entendu parler de la loi du plomb quelques semaines avant et je m'étais dit, ça passera jamais. J'ai des talents de divinatrice quand même. Et le 27 janvier, je suis à l'hôpital, je suis en chimio, le traitement arrive avec 3-4 heures de retard, donc c'est une journée un peu compliquée. Et donc je suis sous cette chimio assez forte, et dont je sais qu'elle va me rendre malade pendant plusieurs jours. Enfin voilà, c'est pas très fun. Il y a des millions de gens qui vivent ça en France en même temps que moi. Et je vois donc sur les réseaux sociaux les sénateurs qui se réjouissent de l'adoption de la loi du plomb. Et j'ai eu un truc, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment, il y a une cristallisation en moi. J'avais deux choix. Soit je prenais ma perfusion et je fonçais au Sénat. Ça m'a semblé compliqué parce qu'il n'y avait pas de générateur portatif. Donc j'ai dit, cette option est compliquée. Et la deuxième option, c'était... Enfin, il y a eu vraiment un truc chimique, quoi. Enfin, je ne veux pas dire chimique parce que ça fait pesticide, mais il y a une cristallisation et j'ai sorti tout ce qui était dans mon sac, un stylo, et j'ai écrit cancer scolaire, j'ai écrit des slogans hyper violents dont je ne parlerai à personne. Et j'ai surtout écrit ce qui était en moi depuis des semaines, que je côtoyais d'autres malades et des gens aussi bien plus jeunes que moi et bien plus malades. Et toutes ces rencontres que j'ai faites, puisque c'est ça aussi, guérir du cancer, c'est croiser beaucoup de gens. C'est un quotidien très particulier. Et ça m'a... Et ça a cristallisé quelque chose. C'est vraiment cette idée que j'avais un refus total. C'est-à-dire que mon corps, qui était en voie de guérison, je me dis, mais comment je peux guérir dans ce monde qu'on m'impose ? Je refuse tout ce qu'il y a dans cette loi. Les mégabassines, les fermusines, l'accaparement de l'eau, l'acétamipride, donc un néonicotinoïde. Il n'y a rien qui va. Et ça allait à rebours de toute mon intelligence, tout ce que j'avais lu sur ces sujets-là. Et puis mes instincts vivants, en fait. Et là, je me suis dit, voilà, ça s'est cristallisé comme ça. Et tu disais que politiser ces questionnements, c'était aussi te déculpabiliser et donc déculpabiliser le bon nombre de personnes qui sont atteintes d'un cancer et à qui la société, les politiques disent écoute, t'as pas fait trop gaffe, t'as mangé trop de sucre, tu manges pas aux bonnes heures. Enfin, en gros, tu t'es dit, c'est aussi une bonne manière de rendre collectif ce combat et d'arrêter de porter des causes qui ne sont pas les miennes. Il s'est passé quelques semaines entre le moment, ce 27 janvier, et le moment où, début mars, Santé publique France a sorti les chiffres sur le cancer. Et là, je me suis intéressée à ces publications-là. Il y a eu un grand article dans Le Monde, des tribunes qui ont commencé à être signées par 1200 médecins et chercheurs. Et tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que le cancer était une épidémie. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience des chiffres, comme quoi les chiffres, les données, c'est important. Le fait scientifique est important. Et c'est là aussi où il y a eu, cette envie de concrétiser Cancer scolaire et d'en faire un collectif, parce que ça faisait quelques semaines que c'était un collectif individuel. J'étais toute seule dans ce collectif. Donc, je commençais à me dire, mais là, il y a un problème politique. On s'est réunis, en fait, et beaucoup de malades et ex-malades. Et il y en a qui se qualifient de futurs malades aussi, pour se donner une raison d'être avec nous. Et c'est vrai que politiser la maladie,
ça permet de supprimer la honte de la maladie. Parce que quand moi, j'ai eu 2 diagnostics de cancer en 3 ans, alors que j'ai aucun historique de cancer dans ma famille. Ma sœur a eu 2 cancers aussi en même temps que moi. Et j'ai perdu un de mes meilleurs amis il y a 1 an d'un cancer généralisé. Il a laissé une petite fille orpheline. J'ai des amis qui ont perdu leur enfant. Aussi, je me suis dit, ça fait trop, ça fait plus rigoler là. C'est-à-dire que quand il y a des causes politiques, moi, je m'attendais à entendre, après la publication des chiffres de Santé publique France, je m'attendais à entendre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé. Je m'attendais à une réaction. Et il n'y a eu aucune réaction. Et quand il y a eu le scandale du cadmium, des eaux Nestlé, de l'hexane, qui est un solvant d'hydrocarbures qui est présent dans les huiles alimentaires non bio et qui provoque des maladies neurodégénératives. Enfin, j'étais submergée. Je dis, mais comment on guérit dans un monde qui nous empoisonne? C'est pas possible. Avec ce mantra, guérir du cancer, c'est facile maintenant. Et il y a eu un moment aussi assez fort, c'est quand j'ai découvert que les fabricants de pesticides fabriquent aussi les traitements contre le cancer. Je pense que là, c'est aussi un moment de bascule dans ma tête en me disant que certes, c'est peut-être plus facile parce qu'ils ont les mêmes infrastructures, mais si on n'est pas au courant de ça, si c'est caché, si c'est pas dit, c'est qu'il y a bien un petit problème de conflit d'intérêts. Et donc, globalement, j'ai une colère qui n'a fait que monter depuis le 27 janvier. Tu disais qu'il n'y avait pas de réponse politique. Peut-être suis-je cynique, mais à mon avis, la loi du plomb est une réponse politique, mais qui n'est pas forcément celle que tu attends. Peut-être Amélie, justement, parce que Fleur parle de ces chiffres, de tous ces conflits d'intérêts. C'est là où le journalisme va rentrer en ligne de compte là-dedans. Et peut-être que toi, tu peux nous raconter, en tant que nouvelle directrice de Reporter, comment on se saisit de ça pour faire avancer aussi la lutte, quoi. Quand on est journaliste, on passe notre temps à recevoir des études dans lesquelles il y a des termes du style cancérogène probable, cancérogène certain, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui émet ces catégories-là, et en fonction de ce qui émerge dans l'actualité, tantôt le cadmium, tantôt les PFAS, tantôt les microplastiques, on a des évaluations de risque comme ça, mais avec toujours le cancer qui plane ou des troubles neurodégénératifs, neurotoxiques. Et donc on brasse ces études-là et puis on écrit que le cadmium, donc, qui est présent dans le pain, dans les pâtes, dans plein de choses qu'on mange, parce que l'agriculture française dépend beaucoup des engrais qui viennent du Maroc et qui sont très riches en cadmium. Voilà, ça se retrouve partout dans notre alimentation, en particulier si elle n'est pas bio, avec des suspicions très fortes de cancer du pancréas derrière. Donc on est toujours sur ce champ lexical-là, de probable, possible, certain, suspicion très forte. Et puis nous, on écrit des articles, la rédaction de Reporter au quotidien sur ces questions-là. Et je crois que c'est complètement insuffisant. Et dans le sens où c'est abstrait et c'est un risque et c'est pas les gens qu'on côtoie, c'est pas nos voisins, c'est pas notre famille. Et je pense que ça avait besoin d'autre chose que ces informations-là, celles que nous donnent les scientifiques, celles qu'on relate en tant que journaliste avec toute la prudence, toute la rigueur qu'exige le métier. Ça ne suffit pas pour qu'on fasse le lien entre toutes ces personnes qui ont des cancers et toutes ces sources de contamination. En fait, ce monde toxique dans lequel on vit, ce monde toxique parce que les pesticides, parce que les engrais, parce que les microplastiques, parce que, je peux énumérer à l'infini, parce que les PFAS, parce que les fonds de casserole, les toiles cirées de nos imperméables. On vit dans un monde toxique, mais les scientifiques, et ils ont raison, ils sont dans leur rôle, mettent plein de précautions sur les liens entre les uns et les autres. Les journalistes reprennent ces précautions. Et à un moment, je pense qu'il était nécessaire d'avoir un lien entre ces vies heurtées, ces vies brisées, ces maladies, ces morts et ces sources de contamination. Et il fallait que quelqu'un d'autre prenne la parole. Et au moment de la prise de parole de Fleur, je crois que c'était devant l'Assemblée nationale, il y avait un journaliste de Reporter qui t'a entendu et qui a été saisi par cette politisation très juste. Et c'est là qu'on a décidé de suivre un peu
d'un peu plus près ce discours que tu portais, parce que ce lien, il mérite d'être fait. Il faut mettre des visages, il faut mettre des vies en fait en face de cette toxicité qu'on ne croise qu'à travers des études. Et je pense qu'on est à un moment de bascule où l'acceptation et la responsabilité individuelle, on a beaucoup se battre contre son cancer, être fort. En fait, c'est pas là que ça se joue. En fait, c'est vraiment la charte de l'environnement, le droit à un environnement sain et à une santé protégée. C'est politique, quoi. C'est politique et c'est pas à l'échelle de notre bonne volonté, de notre courage. Et ça méritait d'être dit, ça méritait d'être relayé copieusement. Et pour moi, la réception de ce discours, qui est vraiment très forte, j'ai l'impression que plein de personnes se reconnaissent dans le discours que tu portes, Fleur. Il y a ce slogan dans le mouvement écolo, nous sommes le vivant qui se défend. Et j'ai l'impression que le mouvement que porte Fleur en ce moment, c'est vraiment ça, quoi. À tel point, Fleur, que Cancer Colère se structure, reçoit des centaines et des centaines de témoignages de toute la France. Tu disais qu'il suffit de faire un copier-coller entre la carte de France, où il y a les zones où il y a le plus de pesticides, le plus de malades, etc., et la provenance des personnes qui écrivent à Cancer Colère. Et pour faire le pont avec ce que vient de dire Amélie, c'est que vous avez décidé de débunker ce que racontent les politiques, les lobbyistes, l'agro-industrie, etc., justement pas forcément en reprenant ces chiffres scientifiques qui sont précieux, mais qui sont, comme tu l'as dit, un peu arides ou un peu abscons, mais une affirmation politique, un visage, une histoire qui va dire concrètement, voilà ce que toi, le lobbyiste, tu racontes, voilà ce que moi je vis et voilà ce que ça dit collectivement, en fait. Ouais, parce que là, quand on politise la maladie, on est face à un mur politique qui protège des intérêts industriels. Et donc, comme il s'agit de dizaines de milliards d'euros de profit, ça va être une lutte féroce, longue, on le sait. Ce ne sont pas des gens qui, au bout de 3 mois, vont dire « Bon, allez, c'est vrai, on a tort, on plie bagage et on va aller vivre dans la Drôme ». Ça ne va pas être le projet de ces lobbyistes. Donc, globalement, ils sont dans un déni de réalité. Ils iront très, très loin. Et on l'a vu avec la loi du plomb. Et c'est ce que j'ai constaté quand j'étais à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que d'entendre des parlementaires ou des ministres qui sont capables de mentir, de dire l'acétamipride, c'est pas si toxique que ça. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Et d'entendre des choses aussi violentes et méprisantes pour la santé des gens, pour la santé des agriculteurs, de faire semblant que cette loi du plomb aide, soutient les éleveurs et les agriculteurs, c'est tellement honteux qu'il y a besoin de leur remettre de la réalité et du vivant et de l'expérience. Donc évidemment, nous, ce qu'on va faire à partir du mois de septembre, avec l'accord des personnes qui nous ont écrit, on va répondre à Annie Genevard, à Arnaud Rousseau, à Laurent Duplon, à Gabriel Attal. On va leur répondre par des témoignages de gens qui nous écrivent. Parce qu'on n'est pas des experts, mais on va les remettre à chaque fois dans la réalité de ce qu'est notre monde et des conséquences de la politique qu'ils défendent et du monde agricole productiviste qu'ils imposent aux agriculteurs, aux éleveurs et à toute la population. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le droit à décider de notre souveraineté alimentaire. Et ça, c'est un droit citoyen. C'est écrit dans la Constitution. Le respect d'un environnement sain, c'est écrit dans la Constitution. Et le Conseil constitutionnel a censuré l'acétamipride de la loi du plomb en parlant du principe de précaution et justement de la charte de l'environnement. Donc, ça veut dire que c'est une victoire, ça veut dire que la pression populaire, elle fonctionne, ça veut dire qu'on va continuer. On est dans un moment, une séquence politique où c'est aux citoyennes et aux citoyens de rentrer dans un rapport de force. Si on ne rentre pas dans ce rapport de force, si on ne s'implique pas, malheureusement, ce qui nous attend, c'est un risque grandissant de maladie pour le simple droit de manger et de boire. Alors après, chacun décide, évidemment. Donc nous, on va être dans ce rapport de force et de remettre les décideurs économiques et politiques face à leurs responsabilités, puisque nous, on considère qu'aujourd'hui, l'épidémie de cancer, c'est une épidémie économique. Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne. Et justement, et pour revenir à cette économie et faire le lien avec les algues vertes, avec Inès et Rosie, peut-être pour que vous compreniez à quoi aussi
ces femmes se heurtent. Par exemple, l'agro-industrie en Bretagne, les derniers chiffres de 2023, c'est 6,6 millions de cochons, c'est 650 000 vaches laitières, c'est 49,2 millions de volailles, c'est quasiment 64 000 emplois directs et indirects. Donc, on voit bien ce que ça veut dire derrière ces chiffres-là. Inès, pour faire le lien sur ce travail de journalisme, de récit, parce qu'en mangeant, on se posait cette question. Il y a un récit écrasant. Comment remettre en place ce récit-là pour, comme l'a dit Fleur, pas forcément obliger les gens à, mais que les gens, au moins, aient les différents récits pour pouvoir agir. Et toi, tu travailles ça depuis plus de 10 ans. Voilà, comment on s'attaque à ça, à la fois pour donner la parole à ces femmes, mais pour aussi instruire l'opinion. Je sais pas, j'ai pas de recette. En tout cas, c'est sûr que la radio, travailler pour France Culture, une radio de service public, par un média oral, et puis qui peut aller partout, quoi, dans les voitures, les tracteurs. Il y a beaucoup de chauffeurs routiers qui nous écrivaient, etc. Et puis la BD, c'est 2 médias très populaires, et puis aussi les médias gratuits comme Reporter, Splendid, qui essaient d'être aussi grand public quand même. Ensuite, c'est vrai que moi, et je suis contente que pour l'instant, ce travail n'ait pas encore été décrédibilisé, attaqué, etc. C'est toujours un peu un risque, mais c'est vrai que moi, mon axe, c'est de faire parler, en tout cas, par exemple pour le remembrement, c'est de faire parler les esquintés, les perdants, les malades, enfin, d'essayer de faire émerger cette réalité. Et c'est vrai qu'il est masqué derrière une obsession, quand même si la science est importante, une obsession du chiffre, et du coup, et de la rigueur qui parfois efface en fait la réalité, parce qu'on a des cancers probables, des produits cancérigènes probables, donc en fait on peut pas finalement les classer dans les produits cancérigènes, donc en fait on efface toute une partie de la dangerosité du milieu dans lequel on vit. Mais en tout cas, je trouve ça très fort ce que disait Fleur, ce que tu décris et ce que tu as produit, en fait, de faire ressurgir la réalité. Parce que nous, journalistes, en fait, c'est compliqué, quoi. On est un peu embrigadés, emprisonnés dans la rigueur, la neutralité. Moi, j'ai beaucoup interrogé de malades, des pesticides notamment. Et on se retrouve toujours à donner la parole à des gens, mais après, on retransmet cette parole sur les ondes ou dans une BD ou dans un article, voilà, en coupant tout ce qui peut un peu déborder, tout ce qui peut choquer, tout ce qui peut être attaqué en diffamation. Et puis, on est toujours à devoir bien montrer qu'il y a bien un lien de causalité. Et c'est hyper difficile de montrer ce lien de causalité entre la source chimique et la maladie. Et là, il y a une irruption qui s'est passée à l'Assemblée nationale. Et c'est, voyez ma tête, en fait. Et j'ai une tête de cancer. Et en fait, voyez ce que vous êtes en train de produire avec vos lois. Et même si je sais bien que le travail journalistique est très important aussi, il y avait besoin, en fait, de cette irruption directe, cette prise de parole directe, quoi. Ce que peut pas dire le journaliste, ce que tu as dit, Fleur, c'est-à-dire vous êtes les alliés objectifs du cancer, on vous voit et je reviendrai. Et ça, évidemment, un journaliste ne peut pas le dire dans son papier. Enfin, si tu veux réagir, Amélie, puis après, Fleur, tu réagiras. Mais sur ce, on vous regarde et on vous lâchera pas, quoi. Oui, et puis il y a quelque chose dans le récit qu'on nous oppose, qui est très bien documenté par Stéphane Foucard, c'est la fabrique du doute. C'est comment les industriels, grâce à leurs moyens, grâce à leurs millions, arrivent à financer des contre-études ou à ralentir le travail existant pour aller chercher toujours le petit détail sur lequel il faut peut-être creuser davantage, avoir des études complémentaires qui font qu'en fait, on perd un temps précieux. Le principe de précaution est rarement retenu. Et ça, c'est vraiment délétère. Et c'est une stratégie industrielle et c'est une stratégie qui sert à maintenir le statu quo, finalement. Un statu quo qui est gourmand en pesticides et en autres produits toxiques. Et je pense que voilà, nous, notre rôle de journaliste, c'est à la fois donner la parole à des paroles fortes et à la fois essayer de décortiquer ou de montrer les liens d'intérêt derrière les textes de loi. Ma collègue Lorraine Lavocat, Reporter, a écrit, dès qu'on a eu connaissance du texte, la loi du plomb, un texte écrit par et pour la FNSEA, parce qu'en fait, il y a énormément d'inspiration. En 2024, il y avait un texte idéal présenté par la FNSEA et les jeunes agriculteurs de ce que serait un texte de loi qui participerait à une relance
influences de l'agriculture. Et on en retrouve vraiment, si vous jouez au jeu des 7 ressemblances, c'est la loi du plomb. Et en fait, nous, on a besoin de nous, je crois, journalistes aussi, pour documenter ça. Dire ce n'est pas neutre, en fait, ça sert des intérêts, ça sert un modèle agricole et ça sert des intérêts derrière qui vont aussi œuvrer à ce qu'on débatte pendant des heures sur les chaînes de plateaux de télé sur l'acétamipride. Oui, mais pour les humains, est-ce que finalement c'est dangereux ou pas? Alors que les néonicotinoïdes, on a quand même un faisceau d'indices qui sont plus que des indices pour savoir que ça ne nous fait pas de bien, ni à nous, ni aux autres espèces. Et justement, ce que tu décris, Amélie, ce temps long, cette guerre des récits, cet argent qui écrase, etc., c'est aussi un peu ton parcours et ton combat, Rosie, parce que toi, en 10 ans, tu es passé par plein de stades et à un moment, tu t'es dit, je vais le faire aussi parce que justement, face à ces récits de l'agro-industrie, face à ces manipulations, ce doute, j'ai un devoir aussi de transmission de cette histoire pour que les gens se saisissent aussi de ça. Donc si tu peux nous témoigner de cela. Jean-René est décédé le 8 septembre 2016. Il y a une instruction par la gendarmerie de Saint-Brieuc qui a été initiée suite à l'appel à scandale que les associations environnementales ont fait dès le décès de Jean-René. Dès qu'ils ont appris qu'il était décédé dans le Gouessant, ils ont tout de suite pointé les algues vertes. Nous, à ce moment-là, on est resté complètement à l'écart, mais il faut aussi s'imaginer ce que c'est de perdre d'une seconde à l'autre un être cher. Et à ce moment-là, nous, on a basculé en mode automate, en mode survie, et puis tout le reste était juste impossible à assumer. Donc, la première enquête, elle a été classée sans suite, puisqu'on n'a pas pu démontrer le lien de causalité entre les algues vertes, enfin le gaz H2S, et le décès de Jean-René. Alors, c'était courant 2017 que Inès m'avait contacté par téléphone. Je me rappelle encore très bien où j'étais placée au travail quand j'ai reçu cet appel-là, un numéro inconnu. Bonjour, Inès Leroux, je suis journaliste. Tout de suite, mais comment cette journaliste a eu mon numéro de téléphone? Quand elle m'a dit qu'il lui avait transmis mon numéro, bon, c'est une personne vraiment de confiance. Je dis, ah si, Joseph a donné le numéro à Inès, c'est que ce doit être une bonne personne. Donc j'ai écouté Inès, on s'est rencontrés. Elle nous a demandé d'intégrer notre histoire dans sa BD. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a contactée. Enfin, c'était le motif après. Voilà. Et donc, on a accepté. Alors, si je dis on, c'est la famille. Hein. Moi, je suis un peu en avant de la scène avec mon fils qu'on a vu aussi. Mais c'est vraiment la famille. C'est aussi mes 2 filles et mon beau-frère. J'aurais jamais pris décision ou fait quelque chose sans leur accord, leur soutien et leur participation. Donc, la BD est sortie. Et après, Inès, en 2018, été 2018, et Inès me parle de l'avocat Maître Laforgue qu'elle avait rencontré. Elle a vu un échange avec lui. Il était de passage à Saint-Brieuc, donc on s'est rencontrés un midi où il venait juste le jour qu'il venait de gagner le procès dans le cas Morfoise. Et il me dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je lui avais amené mon dossier et on a pris rendez-vous en septembre avec toute la famille. Et là, Maître Laforgue nous a présenté ce qu'on pouvait faire. Et puis, on a dit, OK, on va en justice. Alors, nous, ce qui nous a motivés d'aller en justice, c'était pour Jean-René, déjà, pour dénoncer toute cette agro-industrie qui était à l'origine des algues vertes. Et les algues vertes, ça ne peut pas plaire. Ça déplaît à tout le monde. Ça pue, c'est infect, ça bloque les plages. Alors, en plus, c'est plus ou moins dangereux. Enfin... c'est dangereux et on a dit si nous on mène ce combat devant la justice, on espérait y en allant, et c'est là aussi qu'on a décidé d'aller à la presse et de rendre notre combat vraiment public pour informer un maximum de personnes, pour partager et pour mobiliser les gens. Parce que si on résout le problème des algues vertes, on résout aussi tout un tas d'autres problèmes, en l'occurrence les pesticides. Donc on se dit c'est un point d'attaque où on peut faire rallier peut-être l'opinion publique, parce que toutes les personnes qui se promènent sur les plages, voilà, les algues vertes, c'est pas beau. Voilà, donc peut-être il faudra faire quelque chose à la source, et c'était notre motivation. Inès, tu y étais le 24 juin à la cour de Nantes.
Quand tu travailles ça depuis 10 ans, que je sais pas si tu accompagnes, mais en tous les cas que tu es en soutien, en appui avec Rosie, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a quand même un jugement, alors il est peut-être pas satisfaisant jusqu'au bout, mais on a un jugement qui fait avancer les choses. Tu es là le 24 juin, comment tu vis ça et collectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que moi, quand j'avais rencontré Rosie en 2017, ce qui m'avait... et ça rejoint en fait ce qu'on disait avant sur la responsabilité individuelle, comment on fait ployer les gens sous la culpabilité. En fait, Rosie, elle ne sortait pas en fait du fait qu'elle avait fait une erreur en refusant l'autopsie, puisque dans l'estuaire où est mort Jean-René, les algues vertes n'étaient pas visibles, elles pourrissaient sous la vase. Et elle avait vraiment l'impression que tout était un peu de sa faute. Et puis, on a dû beaucoup réfléchir ensemble pour s'apercevoir qu'en fait, c'était pas à elle de prendre la décision si une autopsie ou pas devait être faite sur le corps. C'était bien sûr une décision d'État. C'est le procureur qui aurait dû diligenter une autopsie immédiatement. C'était pas une famille qui venait de subir le choc d'un décès le soir même qui pouvait prendre cette décision. Et ça a été un long chemin. Et d'ailleurs, pour oser partir en justice, il vous a fallu au moins 1 an de réflexion. L'année précédente, on avait eu la décision négative du tribunal de Rennes qui considérait qu'il n'y avait aucun lien entre en fait, l'H2S qui est l'hydrogène sulfuré qui polluait l'air de cet estuaire et les algues vertes. C'était ça le lien de causalité. Parce que c'est toute une affaire quand même de prouver un lien de causalité, c'est à plein d'endroits différents. Donc là, il disait oui, Jean-René est bien mort à cause de l'H2S, mais l'H2S, rien ne nous prouve que ça provient des algues vertes dans l'estuaire. Il fallait reprouver qu'il y avait des algues vertes dans l'estuaire. On était assez désespérés quand même après ce jugement. Vous êtes allés en appel, mais il y avait peu d'espoir de gagner. Et donc, on était très partagés lors du discours du rapporteur public le 24 juin, parce qu'à la fois, il disait oui, en fait, on a toutes les preuves, il y a bien des algues vertes sur place, Jean-René est bien mort à cause des algues vertes, mais il était parfaitement informé du danger. Donc, je propose que sa responsabilité soit reconnue à 30% et la responsabilité de l'État à 70%. Et c'est vrai que moi, ce jour-là, j'étais vraiment en colère, en fait, d'entendre ça, alors que l'État lui-même ne reconnaissait pas la présence des algues vertes dans cet estuaire. Une étude de la préfecture montrant les vasières dangereuses en Bretagne n'avait pas été rendue publique jusqu'à la mort de Jean-René. Enfin, toutes les informations étaient cachées. La presse locale faisait ce qu'elle pouvait, mais elle est aussi sous pression de l'agro-industrie. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a une réelle fabrique du doute, organisée aussi par l'État. Et du coup, c'était vraiment scandaleux de dire que Jean-René était parfaitement informé du danger. Mais effectivement, c'est malgré tout une avancée immense. Donc, finalement, le jugement reconnaît la faute de l'État à 60%. Et la responsabilité de Jean-René à 40% dans sa propre mort. C'est une avancée immense. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est que, comme le combat de Fleurs, c'est une mise en action au service de tous et qui porte ses fruits vraiment de manière édifiante. Vous êtes des exemples de mise en action qui sont vraiment inspirants et encourageants, quoi. Oui, Fleur. Je voulais juste ajouter une petite chose. Actuellement, l'État protège l'agro-industrie, ça se voit, puisque toutes les actions du gouvernement de ces derniers mois vont dans le sens de la protection des intérêts. Quand on voit l'Office pour la biodiversité, quand on voit l'OFB, quand on voit les investissements qui ont été divisés par 2 sur le budget de la PAC, sur le bio, quand on voit la mise sous tutelle de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, pendant le vote de la loi du plomb, le ministère de l'Agriculture mettait sous tutelle l'ANSES. Enfin, c'est une honte absolue. Donc, en fait, c'est quand même un système qui fonctionne sur l'absence de démocratie. Et ce qui est fou, il y a plein de gens qui sont venus nous parler ou qui nous ont écrit ces dernières semaines, et ils nous disaient « j'ai voté pour la pétition », au lieu de dire « j'ai signé ». Et il y a ce besoin, cette envie, cette urgence de retrouver un pouvoir démocratique individuel, de retrouver une main, un pouvoir sur nos vies,
sur ce qui se passe dans notre pays, puisqu'on est en train de s'habituer depuis plusieurs années à ce qui est des 49.3, à ce qu'il y ait les lois qui passent en commission mixte paritaire. Ça devient la normalité. Il y a des constitutionnalistes qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils sont très inquiets parce que les parlements, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, sont devenus des chambres d'enregistrement de lois préparées par l'État avec des lobbies. Et il y en a une loi Grémillet sur notamment le nucléaire qui va passer. C'est exactement la même chose que la loi du plomb. Et en fait, il y a ce système qui fait qu'il n'y a plus de débat. Comme il n'y a plus de débat démocratique, il n'y a plus de débat dans les médias, il n'y a plus d'informations, on n'est pas au courant de ce qui se passe, tout se passe porte cachée. Il y a ce besoin de retrouver de la démocratie. Parce que le problème, c'est un petit peu comme les algues vertes, c'est-à-dire que les lobbies vont proliférer. Moins il y a de démocratie, mieux ils se portent. Et ça va être aussi de la responsabilité citoyenne de savoir comment on retrouve ce pouvoir-là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Amélie, tu voulais peut-être réagir ? Oui, je pense que dans le succès de la pétition, la manière dont la loi du plomb a été adoptée joue aussi, parce qu'il y a cette motion de rejet préalable qui était lunaire, en fait déposée par le propre camp qui défendait la loi du plomb. Je ne sais pas si vous avez suivi la séquence, mais en gros, on va faire en sorte que tous les amendements de l'opposition, et il y en avait énormément, mais normal, puisque cette loi, du point de vue de la santé et de l'environnement, rien ne va, on va faire en sorte que ces amendements, on ne les examine pas en votant contre son propre texte. L'ANSES, ça a été sorti, mais ça a été adopté par décret dans le même temps. Enfin, il y a plein de moments où il y a ce message qui est envoyé de causer toujours, on avance, quoi. Dans la commission mixte paritaire, c'était un travail de Mediapart. La grande majorité des personnes qui étaient dans cette commission mixte paritaire avaient des liens avec l'agro-industrie, avaient des fonctions au sein des syndicats agricoles. Donc c'est vrai que visibiliser ça, c'est important aussi. Ça ne suffit pas évidemment, mais c'est vrai qu'on voit là dans ce qui se dessine, il y a un travail commun, on n'est pas aux mêmes endroits, mais de complémentarité entre des personnes qui donnent de leur personne pour visibiliser ce qui ne va pas, enfin les conséquences, et pour désenfumer en quelque sorte, et le travail journalistique qui peut visibiliser ces actes de courage. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir de voir que des histoires individuelles, des personnes qui mettent toute leur force dans la bataille, ça permet d'être ce grain de sable dans les rouages, et qu'en face, on a des millions d'euros, et qu'en fait, ça suffit pas à masquer une vérité qui nous saute au visage, parce que elle se traduit par des vies qui sont heurtées et qui font le poids en termes d'intérêt face à des intérêts économiques et industriels. En fait, ça remet un peu les choses dans l'ordre, et j'ai l'impression qu'il y a des voix qui se dessinent, et il y a tu parlais de résistante au début dans la manière dont tu nous présentais. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se définit en tant que journaliste, mais en tout cas, il y a une forme de résistance à ce rouleau compresseur qui est possible à travers des actes de bravoure comme ceux de Rosie de Fleur, et à travers le travail de journalistes comme celui d'Inès. Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne. Questions, témoignages. Évidemment, je ne l'ai pas abordé parce que je vous le laisse, mais des opposants d'associations environnementales de la baie de Douarnenez ont dit la loi du plomb, c'est des algues vertes pour l'éternité. J'imagine que vous avez quelques questions là-dessus, donc je n'ai volontairement pas abordé. Madame. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Je voudrais remercier les intervenantes qui sont là et qui ont toute mon admiration pour leur combat personnel dans des circonstances personnelles difficiles, et aussi ces journalistes qui font vraiment un travail indispensable. Et je voudrais dire à Inès que, de mon point de vue, en Bretagne, il y a un avant et un après la sortie de son livre sur les algues vertes. Et vraiment pour sa chapeau, parce que le couvercle était très lourd. Vous l'avez soulevé. Après, il reste encore beaucoup à faire. Je voulais juste rajouter à ce que vous avez dit que ces combats personnels et ce travail journalistique et toutes les actions associatives, elles me semblent vraiment des éléments très très importants dans notre démocratie. Ça fait partie de la mosaïque de la démocratie. Je pense qu'il faut aussi à certains moments aller jusqu'au travail politique avec les mouvements, les partis politiques, pour reprendre les manettes
à un moment donné. C'est-à-dire que, vous voyez, Fleur, tu disais, les gens disaient j'ai voté la pétition. C'est une belle formule, mais une pétition, c'est un instant T. Et la vie politique, ça se construit dans la durée. Un projet politique, ça se travaille quotidiennement, collectivement. Et les mouvements, les partis politiques ont pour objet de gagner des combats politiques, de prendre le pouvoir et de changer la direction. Parce que gagner un combat devant les juridictions administratives contre une méga-bassine, s'il s'en fait 20 à côté, à un moment donné, je pense qu'il faut, si on veut sortir des 49.3, il faut penser aux échéances qui nous attendent et faire des efforts collectivement, tous ensemble, là, pour travailler ensemble, pour faire un projet commun à un moment donné. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric pour ta question. Ça répond exactement à un sujet dont on débat dans le collectif depuis des semaines. Nous, par exemple, très concrètement, pour politiser la maladie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel national en septembre à aller tracter devant les hôpitaux. On est en train de produire un tract qui sera téléchargeable sur un site qu'on va faire très très rapidement là. On va le tricoter là vite fait et on va l'imprimer aussi. On a lancé une cagnotte, ça permet de l'imprimer et de l'envoyer à des gens aussi. Et ce tract, ça va parler des chiffres sourcés de l'épidémie de cancer et d'autres, les problèmes de maladie de Parkinson, de diabète, d'endométriose, de fertilité, etc. On va parler des mécanismes des pesticides et pourquoi on nous impose des pesticides. Qui soutient ce modèle agricole productiviste? On va faire de l'éducation populaire. Nous, on apprend plein de choses en écrivant ce tract. On consulte plein de gens, des agriculteurs, agricultrices, voilà, des scientifiques, d'autres collectifs. Et on va aller à la rencontre des gens. Parce que quand tu dis rejoindre les partis politiques, par exemple, moi, je viens de Paris. En Île-de-France, il y a des départements qui sont champions en abstention. Et notamment dans le 77, qui est le département des terres d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Il y a aussi, on s'est dit, notre rôle en tant que collectif, c'est pas tant forcément de rejoindre un parti politique, mais c'est de politiser la maladie, d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec les personnes qui sont malades, les familles, les proches, à un moment qui est assez perturbant de la vie des personnes. Quand on est face à un enjeu vital, c'est toujours très complexe. Il y a une colère, une culpabilité, il y a plein de choses qui sont en jeu. On se dit que ça va permettre d'avoir des discussions politiques sur des sujets. On parle en partant de la santé publique. Et d'ici de la fin de l'année, on va aussi produire un autre tract. Donc on va lancer un groupe enquête politique où on va faire sur les 2 dernières années, sur tous les enjeux de santé publique, quel parti politique a voté quoi. Après, on va laisser les gens décider pour eux. Mais c'est, encore une fois, se dire, nous, notre travail, ça ne va pas être de rejoindre un parti politique, ça va être de dire, là, nous, on est transpartisans. Il y a des gens qui nous rejoignent, qui nous ont dit, on vote peut-être pas pareil. On veut vous soutenir. En fait, on veut en être. Ça nous concerne. Et c'est intéressant parce que là, ça fait des années que le gouvernement divise les gens. On se rend compte qu'avec la santé publique, c'est un bien commun, ça concerne tout le monde. On se dit, OK, on va ravaler nos opinions politiques, toutes et tous, et on va essayer de bosser ensemble. Et c'est peut-être ça aussi notre rôle politique. Après, les gens voteront ce qu'ils veulent. Mais on a déjà des gens qui nous ont dit « Waouh, je viens de Fréjus, je soutiens le maire, mais là, c'est compliqué, là. Là, je suis perturbée. » Parce que j'ai dit à cette personne « Bah oui, mais le RN a soutenu à 100% la loi du plomb. » Oui, je sais, c'est compliqué, là. Mais si on fait vaciller à notre petit niveau, je veux dire, on est modeste, mais l'action politique d'aller une fois par semaine tracter devant les hôpitaux, aller à la rencontre de gens. En plus, c'est des rencontres bouleversantes. C'est des moments très forts. On n'attend que ça. Ça peut créer quelque chose. Et d'ailleurs, on a entendu via des gens que, visiblement, les politiques n'ont pas du tout envie qu'on fasse ça. Mais pas du tout. Politiser l'hôpital, c'est pas du tout dans leur programme, quoi. Donc, on est ravis. Ce que dit Fleur me parle beaucoup. On donne des éléments factuels dont on peut ensuite s'emparer pour discuter avec ses proches, parce que on sait que c'est pas en lisant un article que les gens vont changer leur intention de vote. Par contre, ces moments désagréables de repas de famille là, ou de repas avec des personnes qui sont plus loin de nous, qu'on a envie d'éviter, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une urgence à ne pas les éviter pour les années qui viennent, là, les 2 ans qui viennent. Et moi, j'ai l'impression que le travail mené par Inès, le travail que
Fleur s'apprête à mener avec Cancer Colère, d'informer avec des éléments factuels, avec en fait les faits sont là. Typiquement là, j'ai beaucoup pris la parole dans les médias sur les incendies et sur les canicules. Et il y a ce point sur les incendies de les agences d'État, les agences publiques, elles aident quand même à repérer les incendies. Quand l'ONF, l'OFB, enfin il y a plein d'agences qui sont sollicitées pour dire ici ça commence à brûler et heureusement qu'il y a il y en a pas assez évidemment. Et puis il y a le Rassemblement national dans l'autre qui dit qu'il faut les démanteler ces agences tout en critiquant la gestion du gouvernement des incendies. Et en fait visibiliser tout ça, de dire mais en fait ça ne tient pas. Et pour rebondir aussi sur ça se joue dans les conversations, ça se joue dans donner de soi en étant armé le mieux qu'on peut, donc en lisant la presse, en lisant des bonnes BD, en lisant des supports qui nous permettent d'être convaincants et d'être justes dans ces conversations. Après, ça se joue sur le terrain politique et je rejoins Frédéric dans le sens où la loi du plomb, elle a une majorité parce qu'elle a une majorité. Enfin, il ne faut pas oublier aussi qu'elle a été votée, j'ai plus le chiffre en tête, mais 300 contre 200. 316. Contre 250. 316 pour... Et 252, je crois, voilà. contre. Et en fait, c'est des personnes qui ont été élues. Et donc, cette bataille, elle se mène à cet endroit-là aussi. Et c'est... Ouais. Merci de le rappeler. Et ce qui est intéressant en Bretagne, c'est que sur les 23 députés, 5 ont voté pour. Et d'ailleurs, ici, en Finistère, Didier Le Gac, Anaïg Lemeur et puis la députée de votre circo, Liliana Tanguy. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des députés bretons de la Majo présidentielle ou PS, etc., mais surtout de la Majo, ont voté contre parce que la Bretagne est un laboratoire de la loi du plomb et qu'en fait, il y a même des députés macronistes de la première heure comme Éric Botorel des Côtes-d'Armor, etc., qui ont dit, bon, ils ont tous pris le prétexte, pas de pesticides, donc on a voté contre parce qu'il y avait ce pesticide. Et en réalité, ils disent aussi qu'ils ont compris qu'étant un laboratoire de ce qui se passe, à un moment, ça devenait très compliqué. C'est un peu comme ta nana de Fréjus, là. Même les macronistes, ils sont en train de dire « Oh, c'est compliqué, là ». Donc, c'est intéressant parce que, du coup, il y a ce levier-là sur les députés qui sont censés être nos représentants, qui sont en train aussi de disrupter, puisque c'est le mot macroniste. Il faut peut-être profiter de la disruption des macronistes pour continuer à enfoncer le clou, quoi. J'aurais pas dû dire ça parce que je suis modérateur, pardon. Quand on interpelle des députés ou des ministres en leur disant qu'ils sont les alliés du cancer, c'est pas un super argument électoral. C'est vrai que c'est en ça aussi qu'on a eu des remontées de différents endroits en France où certains députés se sont sentis très très mal de retour dans leur circonscription, pourvu que ça dure. Bonjour, Caroline. Donc, premier cancer 2018, récidive 2025. Bon, merci déjà pour ce débat et puis pour toutes ces luttes et témoignages. Ce que vous proposez là, les actions devant les CHU, etc., je me demandais comment est-ce que vous allez réussir ou on peut réussir à régionaliser cette question, sachant que on sait très bien que c'est difficile parfois que des choses qui viennent de Paris soient reprises au niveau des régions. Comment faire pour que tout le monde s'en saisisse, sachant qu'en France, il y a des centaines, enfin je ne les ai pas comptées, mais d'associations qui entourent justement les personnes victimes de cancer, des associations qui sont là pour la plupart du temps soutenir financièrement des personnes qui sont victimes de cancer pour des raisons économiques ou pour leur changer les idées parce qu'elles sont submergées par tous les problèmes, ou parfois aussi alléger, je dirais, les proches pour que justement on échange plutôt entre nous qu'avec les proches, parce que parfois ça peut être très lourd. Comment faire pour que ces associations arrivent à être partie prenante justement de ce débat politique? Je sais que je suis dans une de ces organisations et là je me suis dit, étant donné tous les échanges qu'il y a sur WhatsApp par centaines, où il y a des échanges aussi bien sur les traitements que sur des baisses de morale, comment faire justement pour arriver à les impliquer sans faire peur en quelque sorte? Nous on est un collectif, on n'est pas une association, on veut être très horizontal, C'est-à-dire qu'un collectif, c'est fluide. Pour l'instant, ça vient un petit peu de nous parce qu'il faut qu'on amorce la pompe. Donc, on est en train de concevoir ce tract, mais avec plein de gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas expert et on est dans l'idée de l'éducation populaire. Là, on ne cherche pas à intégrer des volontaires. C'est-à-dire qu'on n'a aucune verticalité. Les gens s'empareront de cancer colère, ils en feront ce qu'ils veulent.
Nous, ce qu'on veut faire, c'est lancer un site internet avec des argumentaires sur tous les sujets. On a cette vocation de diffusion et de mise à disposition d'informations. Et par exemple, il y a un médecin qui nous a appelé, qui nous a dit, une généraliste qui nous a appelé en disant moi, je suis en train de faire une fiche pour les médecins généralistes pour leur expliquer ce que c'est que les pesticides et quel lien il y a avec les maladies. Est-ce que ça vous intéresse ? Carrément. Donc ça sera participatif et on va mettre à disposition ces informations. Avec des argumentaires, tout le monde pourra s'informer et avec la mise à disposition d'outils comme ce fameux tract qui sera accompagné d'un guide de tractage pour avoir un peu plus d'informations, pour se sentir outillé pour aller tracter. Mais il n'est pas impossible que les gens de Gironde travaillent sur un projet, puisqu'il y a 35 personnes en Gironde qui veulent nous rejoindre. Donc on est en train de réfléchir à comment les mettre en contact pour qu'après ils s'autonomisent, en fait, tout simplement. Nous, on n'a rien à dire, en fait. Tout est là. Comment, peut-être ces gens-là vont travailler sur un sujet, sur la vigne, par exemple, et nous enverront des outils qu'on intégrera au site. Il y a vraiment cette idée d'horizontalité, d'être fluide. Il n'y a pas de bureau, de conseil d'administration. Il n'y a rien, en fait. C'est vraiment chacun fait ce qu'il fait dans le respect d'une charte. On reste dans un certain périmètre. Après, il y a des gens qui nous ont prévenus, qui voulaient faire des actions type Act Up. Nous, on est intéressés. Moi, je veux bien aller montrer ma cicatrice à Agnès Genevard. Ça ne me pose aucun problème. Et on est un petit paquet à avoir envie de ça aussi. Amélie, tu voulais rebondir et après Joseph et son camarade et puis après Madame. Okay. C'est juste un mot très bref sur les boucles WhatsApp. Il ne faut pas négliger le pouvoir de la boucle WhatsApp. En tout cas, nous, on a suivi de près la mobilisation pour la pétition contre la loi du plomb. Ça s'est passé en un week-end quasiment. On était à 500 000 le samedi, 1,2 million le dimanche soir, 2 millions quelques jours plus tard. Et en fait, ça s'est beaucoup joué sur des boucles WhatsApp, Signal, les réseaux sociaux un peu. Et puis, voilà, tous ces liens, tous ces endroits, je sais pas, moi, la boucle WhatsApp de mon AMAP a vibré tout le week-end au rythme de la jauge de la pétition de la loi du plomb. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question par rapport au groupe auquel vous appartenez, mais quand il y a des outils, quand il y a des mouvements qui émergent, pas hésiter à poser dans des discussions collectives des choses. Les gens s'en emparent pas, mais c'est pas anodin, cumulé. Messieurs au fond et après les deux dames de devant. Hubert Turmel, je suis ancien cadre de santé à l'hôpital. Effectivement, je trouve que c'est très intéressant de personnaliser, en tout cas les victimes, mais il faut aussi personnaliser les responsables. Et effectivement, par exemple, en région, on a parlé de CHU, les responsables de l'offre de soins et de la qualité des soins, c'est les directeurs d'ARS. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment cibler. Derrière les acronymes et ces fonctions, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont des responsabilités. Donc ça, c'est ma question. Est-ce que vous avez songé effectivement à personnaliser aussi les responsables en région sur effectivement cette offre de soins et sur le tractage auprès des hôpitaux? Oui, attention aussi, c'est que tous les maires et tous les directeurs d'hôpitaux sont très fiers de montrer leur PanScan, leur scanner, parce que c'est de la T2A et c'est de l'argent qui rentre. C'est simplement en France, l'application 50 ans après du plan cancer qu'avait fait Nixon aux États-Unis. Donc prudence sur effectivement cette délégation, en tout cas en région, d'une protestation, parce qu'en région, tout le monde est content d'avoir son scanner, tout le monde est content d'avoir ses IRM. J'en profite pour vous dire que ce plan, on vient de lancer une enquête sur l'hôpital en Bretagne. Et évidemment, beaucoup de Bretons n'ont pas leur IRM et leur scanner dans les hôpitaux bretons. Donc, je vous invite, la petite autopromo. Et je vous invite parce que c'est tout neuf. Changement de la directrice de l'ARS le 25 août. Donc, s'il y a ici des gens qui veulent, alors peut-être que le track ne sera pas prêt, mais c'est Véronique Solaire qui vient devenir la nouvelle directrice générale de l'ARS Bretagne. Alors, la pauvre, elle n'y peut rien, mais c'est aussi la sœur de Thierry Solaire qui a été mise en examen 13 fois, qui est le conseiller de l'ombre du président. Alors, encore une fois, elle n'y peut rien, mais vous voyez, c'est intéressant de savoir que Véronique Solaire, sœur de Thierry, arrive par ici le 25 août. J'ai fait toute ma carrière comme agriculteur. Vous avez dit tout à l'heure que les luttes, ça se prépare, ça s'organise. Il faut quand même savoir que cette loi du plomb ne vient pas de nulle part et que quand les paysans ont été manipulés et ont retourné les panneaux dans tous les villages de France, c'était bien ça qui était en germe. C'est vraiment une manipulation honteuse. Et ce qui est un peu drôle, c'est que plein de gens qui ont signé cette pétition ont trouvé ça plutôt sympathique de retourner les panneaux. Donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça. L'autre chose que je voulais dire, Fleur, je me souviens, on était devant le Sénat au jour de la commission paritaire, et quand je vous ai vu prendre la parole, je me suis dit vraiment, là il y a quelque chose qui a changé. Vraiment merci.
Merci Joseph. Bonjour, je m'appelle Céline et je fais partie de cette foncière dont on a brièvement parlé tout à l'heure, Cazel à Cazel. Je vous invite à venir soutenir ce collectif de citoyens, d'habitants du territoire de Douarnenez qui, il y a 3 ans, se sont rassemblés, se sont vus une fois par mois pour essayer de proposer justement une alternative et faire sortir des terres des griffes de l'agrobusiness. Parce que ce qui se passe avec les paysans qui partent en retraite, en fait, c'est que ce sont ces mêmes entreprises qui sont en train d'acheter ces terres qui ne sont pas reprises par des nouvelles installations. Le pouvoir du vote, aujourd'hui, il est assez limité pour les citoyens. Et par contre, si vous avez un tout petit peu de sous, nous sommes en train d'acheter 16 hectares de terre, pas très loin d'ici, sur les bassins versants de la plage du Ry. Si certains d'entre vous connaissent cette plage, et notamment cette année, mais des années précédentes, elle est régulièrement recouverte, et cette année, ça a été particulièrement important, d'algues vertes. Et ce que nous proposons, c'est d'installer des maraîchers et un éleveur bovin en agroécologie, ce qui permet effectivement d'avoir moins d'intrants qui arriveront sur cette plage, mais directement, vu la situation des terres, on est directement et sur une pente très pentue. Ces terres deviendront des communs. On ne pourra plus les vendre. Et voilà ce lien que nous, habitants du territoire, nous essayons de faire et de proposer des alternatives. On ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de vous toutes et vous tous. On va faire un partenariat Splan Reporter sur ces communs. Surtout que les plages dont vous parlez, madame, j'ai quelques chiffres juste pour qu'on contextualise que ce combat, il est vraiment incarné et réel. C'est qu'au 4 juillet dernier, les plages dont vous avez parlé, madame, c'était 8000 tonnes estimées d'algues vertes qui ont échoué. Un peu plus haut, à Sainte-Anne-la-Palue, le 18 juin, il y avait 1300 tonnes. Et en gros, puisqu'on parlait de responsabilité politique, d'argent public, etc., c'est qu'en plus, c'est intéressant parce qu'il y a cette boucle néfaste dont on a parlé depuis 1h30. Et en plus, pour ramasser ces algues vertes, j'ai calculé qu'entre juin et juillet, ici, 2570 tonnes ont été ramassées. Elles vous ont coûté 55 512 €. C'est-à-dire que jusqu'au bout, nous payons la facture. Bonjour, moi je m'appelle Laure. Je suis chimiste environnementale et je travaille sur les pollutions, mais en métaux lourds. Et il est vrai que chaque fois que je vais sur les terrains, je suis confrontée à des situations de malades, de maladies, de personnes qui sont en colère, etc. En tant que chercheur, c'est très difficile de se positionner, en fait. Il y a un dialogue totalement rompu entre les habitants, les élus, les instances comme l'ARS, la DREAL, etc. Ce qui fait que chaque lieu en fait, où on va travailler, il y a des conflits. Pratiquement systématiquement, il y a un conflit entre les habitants. Donc il y a une ambiance horrible dans les villages pollués. Pour pallier à ça, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais peut-être que oui, il y a de plus en plus d'instituts éco-citoyens qui se forment. Ces démarches-là sont très, très intéressantes parce que ça permet de... En fait, c'est des boîtes de dialogue qui permettent de faire dialoguer les élus, les industriels, les habitants, les associations et les scientifiques. Il y en a de plus en plus, et de plus près d'ici, c'est justement sur les cancers pédiatriques à Sainte-Pazanne. Loire-Atlantique, qui a un peu lancé cette collaboration pour comprendre ces cancers qui semblaient inexpliqués. Le but de ces instituts, c'est à la fois de renouer le dialogue, mais aussi de comprendre comment les pollutions sont disséminées dans l'environnement et comprendre à quel point on est exposé. Donc chaque institut fait remonter des questions qui repartent des habitants eux-mêmes. Donc moi, je suis à l'Institut éco-citoyen de l'Aude. Donc on est tout sur la vallée de l'Orbiel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est polluée à l'arsenic. Et là, en fait, les gens veulent savoir à quoi ils sont exposés quand ils mangent leurs légumes, quand ils chassent le gibier, quand ils pêchent les poissons de l'Orbiel, etc. Donc voilà, donc je voulais vous informer de ces initiatives. Merci beaucoup, madame. Il est temps de terminer cette session. Merci beaucoup Amélie Mouget, parce que franchement, elle est en vacances, Amélie. Pas trop loin, elle est venue cet après-midi, donc merci beaucoup Amélie. Merci à Splan pour l'organisation. Je t'en prie. Inès, merci beaucoup. Fleur, merci beaucoup. Rosie, merci beaucoup d'être venue. Je voulais terminer en lien avec l'émotion que tu nous as partagée très forte au début, Inès, et parce que ces combats d'écocide, d'urbicide, etc., ne sont pas que liés à l'agro-industrie ici, mais partout, et je pense évidemment à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Il y a un poète palestinien francophone, Ziad Medouk, que j'aime beaucoup,
et qui a écrit un recueil qui s'appelle Poèmes d'espoir dans la douleur, qui est sorti en 2016, avec un très beau et très long poème qui s'appelle « Je résiste ». Et j'ai juste pris les quelques vers en lien avec la terre et l'agriculture, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et Ziad dit ceci: aux côtés des oliviers menacés de Jenin, je résiste. Sur ma terre confisquée à Hébron, je résiste. Près des rares orangeraies de Jaffa, je résiste. Près des dattiers aux fruits mûrs de Jéricho, je résiste. Contre les colons illégaux, je résiste. Contre les soldats agresseurs, je résiste. Contre l'impunité des oppresseurs, je résiste. Contre la terrible violence des occupants, je résiste. Face à un usurpateur arrogant, je résiste. Malgré le silence assourdissant et malgré l'hypocrisie latente, je résiste. En dépit de l'injustice, je résiste. Je résiste pour la paix et je résiste en paix. Voilà, merci. Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne.